Alors, Céline Pitelet, bonjour et merci beaucoup pour votre présence dans Bonjour le à tous cadre les deux. des... Bonjour, merci d'être là pour ce nouveau podcast Bloom Time consacré aux arts de vivre, c'est-à-dire comment on fait pour aller mieux dans la vie, comment on tient compte de la vie des gens. Alors, vous êtes journaliste, bien entendu, on vous voit tout le temps, sur BFM TV surtout, voilà, et vous êtes très sensible à ces aspects humains de la vie, ou de la grande actualité, ou de la petite actualité. Il y a derrière des femmes et des hommes. Vous avez eu l'occasion de créer un podcast où vous tendiez le micro aux gens pour voir comment ils vivaient des rencontres, quelles que soient ces rencontres. Alors, qu'est-ce qui fait que pour vous, tous ces éléments sont si importants? C'est-à-dire, on voit que, non seulement parce que certains parlent, mais enfin vous avez fait des choses, vous avez dit tiens, on va aller à la rencontre des gens qui ont fait des rencontres. Donc comment est venue cette idée et qu'est-ce qui fait que cette dimension très humaine au plus près de la vie des gens a eu et a tout court de l'importance pour vous? Cette idée, elle est venue d'une expérience qu'a vécue une de mes collègues, journaliste également, qui s'est retrouvée dans une brocante en Eure-et-Loire et qui a acheté une grosse malle qu'elle a voulu récupérer, acheter et ramener à Paris. Et il se trouve que le verrou de la malle était fermé, donc elle l'a acheté, le brocanteur a accepté de lui vendre sans l'ouvrir, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc elle repart avec cette malle, elle arrive à Paris, elle déverrouille le verrou, elle ouvre la malle et là elle tombe sur des vieux journaux américains, des premiers pas de l'homme sur la Lune, donc des journaux datés de juillet 1969, notamment du New York Times. Et il se trouve que cette collègue, déjà au moment où elle fait cette découverte chez elle, on est en juillet 2019 et on est en train de fêter les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Ensuite, cette collègue elle-même, elle collectionne, en tant que journaliste, elle collectionne toutes les unes de presse des événements d'actualité marquants. Donc évidemment, ça résonne un peu en elle, elle trouve que c'est un petit peu magique ce qui lui arrive. Et puis dans cette malle, il y a aussi des vêtements, il y a une paire de lunettes, il y a un petit agenda avec des rendez-vous qui sont notés. Et du coup, elle découvre l'identité de la personne qui était propriétaire de cette malle. Et elle se rend compte que le propriétaire était un Américain, qui était journaliste également. Et que la dernière adresse connue de cet homme-là, c'était à Paris, à 200 mètres de chez elle. Et en fait, j'ai trouvé que cette histoire était absolument extraordinaire, qu'il y avait beaucoup de magie, de beauté là-dedans. Et je me suis dit, voilà, ces histoires-là, il faut les raconter. Et il se trouve que c'était à un moment où moi-même, j'étais entourée de personnes qui vivaient comme ça des histoires de rencontres un petit peu extraordinaires, où il y avait plein de petits signes, plein de magie comme ça. Et je me suis dit, voilà, c'est ces histoires-là qui sont tendres, qui sont belles, etc. Ça fait du bien à entendre. Et je vais les partager avec les gens. Oui, c'est ça fait du bien à entendre. C'est-à-dire qu'on a besoin de se découvrir ou de se dire tout simplement que dans nos vies, il y a des moments qui peuvent être très heureux et qui ressemblent à des signes du destin. C'est un peu un signe du destin. Ce que vous dites là, c'est presque extraordinaire au sens étymologique du terme. Ouais, c'est vrai, ça peut être vu comme des signes du destin. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la vie nous amène parfois son lot d'épreuves à traverser, que ce soit des pertes d'êtres chers, des maladies, etc. Et en même temps, elle nous emmène aussi ces histoires assez magiques. Et ce qu'il y a pour rebondir sur ce mot de destin, effectivement, assez rapidement, moi je me suis posé la question, tiens, ce genre de rencontre, en fait, est-ce qu'on peut ou non les provoquer dans notre vie? Donc, dans ce podcast, Fais-moi signe, au-delà d'aller tendre le micro à des personnes qui me racontent les rencontres qui ont marqué leur vie, je suis assez rapidement à aller voir des psychologues, des philosophes qui m'ont donné aussi leur regard, et notamment Charles Pépin, donc, qui est un philosophe que beaucoup connaissent ici et qui arrive à rendre la philosophie accessible, qui justement au moment où mon podcast est sorti, venait d'écrire un bouquin qui s'appelle La Rencontre. Donc ça tombait quand même à pic. Et avec lui, effectivement, on a beaucoup parlé de est-ce que finalement on peut se mettre, nous, dans une posture dans notre vie quotidienne pour en tout cas se donner plus de chance peut-être de faire des rencontres, et des rencontres qui sont belles. C'est un état d'esprit, c'est ça? Alors, il y a effectivement un état d'esprit, c'est-à-dire une certaine ouverture,
Si là, par exemple, on parle de la rencontre amoureuse et qu'on veut rencontrer un homme ou une femme et qu'on a toute une liste de critères très précis, alors voilà, je veux qu'il soit brun, surtout je veux qu'il ait une bonne situation, qu'il gagne plus de temps, et qu'il vive à tel endroit et pas qu'il ailleurs. vive à tel endroit, voilà, ce soit pas un campagnard, enfin bon, je ne sais quoi. Évidemment, on se donne moins de chances que si on laisse un petit peu l'inattendu rentrer là-dedans et avoir des critères un peu plus larges où on soit ouvert aussi à quelque chose qui vient nous surprendre. Donc, il y a ce côté-là. Ensuite, il y a le fait de temps en temps de sortir de sa routine. Par exemple, vous m'avez gentiment proposé de venir enregistrer ce podcast à BFM. Qui est le chemin que je fais absolument tous les jours et où on aurait vu les personnes que je rencontre tous les jours. Et moi, je vous ai proposé de venir. Et en fait, c'est un peu ça aussi qui est proposé par les personnes qui ont réfléchi autour de la rencontre, c'est de savoir de temps en temps, quand on en a la possibilité, ouvrir d'autres portes. Et donc, ça peut être tout simplement aller prendre un itinéraire différent, aller dans une boulangerie différente de celle où on va d'habitude, pratiquer, je ne sais pas si ça fait 6 ans que vous faites du théâtre, aller faire de la photo, ou en fait, ouvrir d'autres portes pour se laisser la possibilité de nouvelles rencontres et d'être comme ça surpris par la vie et par des nouvelles personnes qu'on peut rencontrer. Ça veut dire accueillir la vie et aussi lâcher prise d'une certaine manière. Parce qu'il y a des gens dont je fais partie qui considèrent qu'ils ont énormément de travail à faire, qui n'ayant pas le temps de faire autre chose, qui ne doivent pas regarder ailleurs. Mais ça veut dire, votre message, si on comprend bien, incite à être un peu plus détendu en se disant prenons la vie comme elle vient. D'ailleurs, ça peut faire énormément de bien de se dire ça. Prenons la vie comme elle vient. Alors oui, il y a des moments où la vie est dure et on vit des épreuves difficiles. Mais la vie peut nous aussi nous réserver des surprises et d'une certaine manière, si on dit avec nos mots, allons vers la vie, quoi. C'est un peu ça votre idée. Ouais. Et détendons-nous. Ouais, se détendre, trouver effectivement un peu de temps en fonction de ses possibilités pour aller explorer d'autres choses, s'ouvrir aussi à la différence et peut-être, je sais pas, aller voir un spectacle auquel on n'irait pas nous spontanément, mais quelqu'un de notre entourage y va, nous y amène et ça peut nous faire découvrir un autre horizon. Il y a un autre élément qui est important, c'est d'être, en tout cas, dans l'optique d'une rencontre belle et authentique, c'est de savoir aussi, alors 2 choses, déjà lâcher le masque social, parce que pour rencontrer l'autre de façon authentique, faut pas être dans un rôle, sinon l'autre ne nous rencontre pas nous, il rencontre la personne qu'on veut donner à voir. Donc ça c'est important, et savoir aussi comment dire, et ça c'est Charles Pépin qui en parlait beaucoup et qui en parle dans son bouquin, savoir aussi montrer sa vulnérabilité. Alors ça ne veut pas dire de tout déballer ses problèmes et tout, mais c'est aussi dans le partage. Par exemple, je sais pas, d'une difficulté professionnelle qu'on a pu avoir ou d'une difficulté avec un enfant, etc. Dans le partage de ces moments un peu de vulnérabilité, peut-être des moments qu'on a eu plus de mal à gérer, que va se développer dans le rapport à l'autre une certaine empathie, de l'écoute, etc. Et que ça peut créer aussi une belle rencontre. Si on reste dans, voilà, je veux vis-à-vis de cette personne paraître la plus belle, la plus forte, celle qui a la plus belle carrière, etc., on ne va pas créer un relationnel de la même profondeur en tout cas. D'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être parmi toutes ces histoires une qui vous a particulièrement marqué ou qui a changé quelque chose en vous, la manière de voir les choses? Ouais. Alors il y a une histoire effectivement qui m'a beaucoup marquée, qui est une histoire d'une fille qui s'appelle Mariela et Colline. En fait, elle est née au Guatemala, donc elle est née Mariela, et elle a été adoptée par une famille belge qui lui a donné le prénom de Colline. Et donc elle a grandi avec l'histoire qui était que ses parents belges l'avaient adoptée parce que quand elle est née, c'était la guerre civile au Guatemala et que sa famille n'avait pas l'argent pour l'élever convenablement et avait donc préféré qu'elle grandisse dans des meilleures conditions.
Et en fait, elle a grandi, elle-même est devenue mère, donc Colline, et sa petite fille a commencé à lui poser des questions. Elle s'est replongée dans son dossier d'adoption et elle s'est replongée dans l'histoire de son pays. Et donc là, je vous la fais courte, mais vous pouvez le découvrir sur les podcasts. Sinon, ça fait 1h30, mais nous avons la chance d'avoir les versions allégées. Très intéressant, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle faisait partie de ces bébés qui ont été volés à la naissance. C'est-à-dire qu'en fait, elle est née et elle a été volée à la maternité. Et en fait, ses parents guatémaltèques n'ont jamais voulu qu'elle parte et pensaient en fait qu'elle était morte, puisque les médecins lui avaient dit « votre fille est morte voilà, à la naissance ». Et cette femme-là m'a marquée parce que ce qu'elle a vécu, c'est quand même une histoire, enfin elle découvre sa véritable histoire, elle a eu une trentaine d'années, elle l'a vécu du coup sans sa famille biologique, sans ses frères et sœurs pendant une trentaine d'années dont elle a été du coup coupée. Donc à la fois c'est extrêmement douloureux, elle se rend compte aussi qu'il y a plein d'autres enfants dans sa situation, et en même temps, elle a un sourire, un rire éclatant, et sa conclusion de son histoire, c'est « Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 4 parents, 2 papas et 2 mamans, une maman biologique, un papa biologique, une maman de cœur, un papa de cœur. » C'est quand même, voilà, d'un drame, et surtout du drame qu'elle a vécu, elle en a fait une force, parce qu'aujourd'hui, elle est à la tête d'une organisation qui se bat pour que toutes les responsabilités soient reconnues dans cette affaire qui, en fait, est une affaire d'État de trafic d'enfants volés. Donc, entre le regard personnel, ce qu'elle a réussi à en faire pour elle, dans son histoire, etc., d'arriver aujourd'hui à dire, avec le sourire et avec cette relative tranquillité, j'ai la chance d'avoir 2 papas et 2 mamans qui m'aiment, et en même temps du combat qui est le sien, où elle aide d'autres personnes à retrouver leurs parents biologiques en Amérique latine. Bah oui, c'est marquant, enfin, c'est inspirant. C'est-à-dire qu'elle a fait de cette épreuve une force et quelque chose de très beau aussi, c'est ça. Ouais, exactement. Et pour revenir alors sur votre analyse ou idée, je ne sais pas, très intéressante sur les masques sociaux, parce qu'on voit, j'ai la chance par ailleurs, ou la malchance, je ne sais pas, de réaliser des études d'opinion, et on voit beaucoup de gens qui disent on n'est jamais entendu ni compris, et ce qu'on a vraiment en nous, à l'intérieur de nous, personne ne le comprend ou ne l'entend vraiment. Mais pour ce que vous dites me fait penser à cette idée du masque, pour être entendu dans ce que l'on est vraiment, précisément, il y a un moment où il faut lâcher prise, où il faut que le masque tombe d'une certaine manière, où le rôle social que l'on peut avoir s'atténue ou disparaisse totalement. Et peut-être en effet cette idée d'aller voir ailleurs, de sortir des sentiers convenus où on est tous les jours. Au fond, on a tous les jours un masque, mais quand on fait tous les jours la même chose d'une certaine manière. Ouais. Et donc peut-être cette idée que vous évoquez, en tirant un peu les fils de ce que vous dites là, peut-être l'idée d'un voyage, d'accepter la vie comme elle est, d'aller dans des lieux inattendus, inhabituels, voilà. Parce que ça facilite aussi de changer et de rencontrer d'autres gens. Ça facilite aussi le fait de tomber le masque. Avec les gens qu'on voit tous les jours, c'est très difficile tout d'un coup de dire attendez, je vais être autrement, c'est pas possible. Alors qu'en allant ailleurs, en rencontrant d'autres personnes, peut-être qu'on peut parler plus facilement. Moi j'ai expérimenté ça, simplement en rencontrant des gens qu'on ne connaît pas, ils se livrent beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas cette habitude du masque. Donc dans votre éloge de la rencontre, il y a peut-être cette idée-là aussi qu'il est plus facile de tomber le masque et d'être soi-même et de se faire comprendre quand on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas avant, avec lesquels c'est plus facile de parler. Voilà. Et donc du coup, la vie devient beaucoup plus détendue dans votre affaire, avec votre vision, j'ai l'impression. Alors j'ai vécu une expérience intéressante un jour, c'était un covoiturage, c'était je crois il y a 5-6 ans, covoiturage donc de Paris jusqu'à l'Ardèche. Moi je conduisais et j'allais faire un stage qui était consacré à l'intuition. Et j'étais avec 2 autres personnes qui venaient de Paris, qui allaient faire ce stage, et on avait une consigne dans la voiture, c'était de ne pas parler de notre activité professionnelle. Et donc on a passé 7 heures dans la voiture. Ce qui n'est pas facile. Non. Mais ça s'est bien passé, et depuis c'est devenu des amis. Et donc à parler d'autre chose que notre métier, alors que
l'une des premières phrases qu'on dit quand on rencontre des gens, c'est « vous faites quoi dans la vie ?» C'est-à-dire que ça commence très souvent par là. Et donc très souvent, on arrive avec cette étiquette de voilà, je suis journaliste, je suis directeur marketing, je suis prof, etc. Et là, on a parlé de totalement autre chose, on a parlé de nos hobbies, etc. Et c'était intéressant parce qu'il y avait notamment l'un d'entre eux voilà, qui avait un profil voilà, qui portait un regard extrêmement critique, par exemple, sur mon métier. Et je pense qu'on ne serait pas du tout rencontrés de la même façon si on avait commencé par parler de nos activités professionnelles. Et là, on s'est vraiment rencontrés sur autre chose, sur des passions. Et pour le coup, on est devenus amis, alors que c'était pas forcément gagné. Voilà, si la rencontre s'était faite d'une autre façon. Il y a un chemin de vie qui peut passer, de rencontres qui passent en dehors de ce que l'on est socialement, professionnellement, etc. Ouais. Et est-ce qu'il y a... pensez à cette question avec Lucia, là, est-ce qu'il y a des... Puisqu'on parle ici des arts de vivre, Oui. est-ce qu'il y a... oui, parce qu'on a trouvé un peu en Bloom Time l'idée de arts de vivre, le côté artistique pour le bien-être. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des personnes, des auteurs, des artistes, des philosophes qui vous sont inspirés dans votre vie ou dans votre travail, voilà, ou des domaines artistiques, ça peut être pas la peinture, la musique. On est frappé en cheminant avec ces podcasts par le nombre de gens qui nous disent quand ça va pas, tout d'un coup la musique me permet d'aller mieux. Des gens qui disent ça va pas, je vois un paysage, c'est pas forcément une peinture au sens académique du terme, un livre, un coucher de soleil, et quelque chose, un livre, un chanteur, un musicien, etc. Quelque chose qui tout d'un coup permet d'exprimer ce que l'on ressent et qui était un peu en nous et qu'on a du mal à faire valoir. Donc voilà, un peu, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager, dire bah voilà, alors ça peut être, je sais pas, peu importe ce que ça peut être. C'est très super. Moi, je me suis mis à la danse un peu sur le tard, en tout cas en tant qu'adulte, parce que quand j'étais plus jeune, voilà, je ne me voyais pas du tout en tutu rose. Voilà. Je ne me vois toujours pas d'ailleurs, mais j'ai appris qu'il y avait plusieurs styles de danse. Et du coup, j'ai fait un petit peu de danse en tant qu'adulte, donc j'ai commencé avec un niveau 0. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super bénéfique, donc pour 2 raisons. Donc moi, je suis beaucoup dans le mental, c'est-à-dire que je suis toujours tac, 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 tac dans mes pensées, etc. Ça n'arrête pas, etc. Donc, par exemple, analytique, et puis donc par exemple avec des difficultés à m'endormir, etc. parce que c'est dur de faire le vide. Et en fait, quand je danse, il y a 2 choses. Entre le fait que j'étais débutante, donc qu'il fallait que je me concentre quand même sur les pas, sur les gestes, etc. J'étais complètement dans l'instant présent. Plus la musique, effectivement, François, dont tu parlais tout à l'heure, la musique qui m'emporte complètement, eh bien le mariage des 2, c'est-à-dire la concentration liée au fait que je suis débutante et que je dois faire attention, plus la musique qui m'emporte, c'est pendant cette heure de cours de danse, un lâcher-prise total, et je ressors de ça avec une énergie dingue. Et ça, c'est effectivement très important d'arriver à identifier dans nos vies ce qui arrive à nous remplir d'énergie. Notamment dans nos vies trépidantes parisiennes, d'arriver à voir effectivement quelles sont les activités, les arts, etc. qui font que, paf, on en ressort et avec une énergie décuplée. C'est une espèce de nettoyage mental aussi. Parfois, on est si chargé, si stressé que... Mais quand vous parlez du coucher de soleil, de la musique, moi je pense quand on parle de rencontres, par exemple, pour moi une belle rencontre avec une personne, c'est une rencontre qui nous transforme, qui nous agrandit. Et je pense qu'on peut de la même façon rencontrer un pays, un bouquin, un paysage. Si on part de cette définition-là, en fait, effectivement, après un choc esthétique, après une lecture, effectivement, on peut en ressortir différent, en fait. La belle rencontre nous agrandit. La belle rencontre, effectivement,
nous agrandit parce qu'on est face à quelqu'un qui a un vécu différent du nôtre, qui a des valeurs différentes, qui a une histoire de vie différente, qui va être attiré par des musiques différentes et va nous les faire découvrir. Et donc c'est une puissance d'agrandissement. Et je pense aussi que l'autre nous permet aussi d'apprendre des choses sur nous-mêmes. Voilà, mais de la même façon que peut le permettre un voyage ou parfois un livre, enfin en fonction des sensibilités de chacun, quoi. C'est magnifique, c'est une invitation à être ouvert. Est-ce qu'il y a un mot que vous souhaitez ajouter encore par rapport au... Peut-être pas. Juste vous féliciter pour mettre en place cette série de podcasts et d'axer effectivement sur les arts de vivre et sur le bien-être, parce que je pense qu'on en a bien besoin, donc bravo, et je suis ravie d'y contribuer. Merci beaucoup, c'est un très joli mot de la fin, merci infiniment Céline Pitelet. Puis on découvre qu'en rencontrant l'autre, on peut grandir soi-même et faire grandir les autres aussi, donc voilà de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, c'était un podcast Bloom Time réalisé par Lucia Socias et François Mickey Marty. Merci à toutes et à tous.